Ce travail sera visible au moment où Christophe commencera le concert, à proprement parler. Je pense que je parlerai très très brièvement du travail en tant que tel. Tout simplement parce que la grande difficulté quand on est artiste, c'est soit le commentaire, soit la justification. C'est-à-dire le commentaire avec, en utilisant des concepts et la justification en utilisant des œuvres pour les concepts. Donc ce double problème des œuvres et des concepts et de leurs relations. Et très bizarrement, quand on parle d'œuvres d'art pour un artiste plasticien, souvent, finalement, on est dans des registres de mimésis, de représentation entre l'art et le langage un peu premier degré. Donc moi, je vais essayer un peu de faire un pas de côté. Et ce que je vous propose avec Pierre, c'est une discussion assez libre, et avec vous, sur cette question de la mémoire. Et on aimerait commencer à l'aborder par cette question, et après peut-être que je vous parlerai brièvement du travail en tant que tel, mais ce qu'on est tous en train de vivre au niveau de la mémoire aujourd'hui, qui est un changement sans aucun doute historique, c'est-à-dire historique, mais aussi lié à l'historicité, à l'idée même d'histoire, à la manière même de constituer l'histoire, et qui touche bizarrement, parce que ça peut sembler comme ça assez gros, l'historicité, et qui touche bizarrement aussi à l'existence de chacun, de manière assez intime, par un certain nombre de phénomènes qu'on va essayer un peu de décrire ou d'approcher ce soir. Cette hypermnésie, alors bien sûr dans cette bibliothèque c'est un phénomène, voilà, une bibliothèque c'est une mémoire, mais nous sommes tous plongés dans une espèce d'enregistrement très très paradoxal, où nous n'arrêtons pas d'enregistrer des choses, dans une folie furieuse collective, puisque c'est vraiment l'humanité entière qui enregistre de plus en plus de choses. Et bien sûr, le paradoxe bien connu de ce phénomène hypermnésique, c'est un sentiment d'amnésie quasi permanent. Moi, j'avais eu une expérience très troublante, je pense, que je raconte souvent, parce qu'elle est commune, qui est tout simplement la perte d'un disque dur, l'effacement d'un disque dur, et de 6 mois de travail, et de 6 mois finalement de ma vie, et l'énorme sentiment de précarité dans lequel je me suis senti plongé, quand j'ai compris que ces données, jamais je les récupérerais. Et quand on perd comme ça un disque dur, ce qui nous est tous arrivé avec des données importantes dessus, on est assez désespéré, on essaye de trouver des entreprises qui sont spécialisées dans la récupération des données. En général, ça coûte très très cher de récupérer les données, et on arrive toujours au final à des entreprises qui sont en général en Suisse, donc c'est un peu étrange et secret, qui sont en Suisse et qui récupéreraient ces données-là. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans ce phénomène extrêmement simple, c'est comment se tisse un phénomène technique et un phénomène existentiel extrêmement intime, extrêmement personnel, qu'on vit chacun d'entre nous, et la manière dont l'histoire quasiment nous traverse par rapport à ça. Donc je ne sais pas si tu veux enchaîner. Oui, alors on tente une sorte de dialogue de sourds, parce qu'on a tous les deux préparé ce qu'on voulait dire avec un certain nombre de points, et nous voulons les juxtaposer maintenant. Donc je réponds en sourd à Grégory. Mais ça avait quand même un rapport. À Paris 8, on avait invité le responsable aux archives nationales de la partie numérique, qui expliquait que la décennie des années 90 serait la période la moins bien documentée pour les historiens du futur depuis le début du XXe siècle. Parce que tout avait été enregistré sur des formats qui avaient disparu et qui donc n'étaient plus ou très difficilement récupérables. En même temps, et justement par rapport à l'histoire de Grégory, il me semble qu'on a pour une grande part, ou pour une part, résolu, ou on peut penser qu'on a résolu cette question des formats, avec des formats qui maintenant restent, et un stockage des données qui est dispersé. Et maintenant, en gros, au moins pour un travail fini, ou pour des souvenirs personnels que l'on veut garder, des photos des enfants, des photos
de la remise du baccalauréat, etc., on évite de les mettre sur un seul disque dur. En fait, elles sont sur des sites et distribuées un peu partout sur la planète. Et donc, j'aurais envie de dire que c'était une première difficulté à constituer cette hypermnésie et qu'on peut penser qu'elle a été résolue. Alors, peut-être qu'effectivement, elle n'est pas résolue. Effectivement, elle n'est pas absolument résolue et on peut toujours perdre ces données. Il suffirait finalement d'une panne électrique sur la Terre entière et tout serait perdu. Mais est-ce que la solidité maintenant des données n'est pas égale à celle d'une bibliothèque ou supérieure même à celle d'une bibliothèque qui, comme à Alexandrie, peut toujours prendre feu et tout disparaît? Ce qui se passe dans cette solution donc, à cette question de la conservation, c'est qu'il y a à mes yeux une sorte de, disons de façon vague, de dématérialisation. Donc pas dématérialisation au sens où notre mémoire ou ce que l'on veut conserver serait stocké indépendamment de la matière. Manifestement, un ordinateur ou un centre, un data center, un centre de données, c'est fait avec de la matière. Mais de dématérialisation, comme on parle, on envoie un dossier dématérialisé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière, mais ça veut dire quand même que l'information peut être détachée de la matérialité du support. À savoir que si j'écris une lettre, eh ben, l'information, elle est sur le papier et j'envoie la matière avec l'information. Alors que là, l'information peut être appliquée sur différents supports et en ce sens, donc, dématérialisée, en cela qu'elle peut donc être prise sur différents supports matériels. Et on pourrait parler de cette dématérialisation par rapport à une mémoire collective, comme celle de la bibliothèque, et qui se transforme donc en une mémoire gigantesque sur Internet et beaucoup plus grande que celle d'une bibliothèque, mais aussi en référence à une mémoire individuelle, et d'une certaine façon, que sans doute la mémoire individuelle, elle était liée à non seulement au corps, en ce sens non seulement au cerveau, mais aussi à toute une gestuelle. Un peu comme, voilà, pour se rappeler de quelque chose, on note les différents éléments d'une liste sur ses doigts, ou pour Cicéron, on place chacun des éléments sur une pièce dans une maison. Pour réussir à se rappeler d'une liste, on fait de telles associations avec quelque chose qui est matériel, la main, les doigts sur lesquels je vais compter pour me rappeler ce que je veux dire, ou le plan de la maison. Et là encore, il y a cette dématérialisation, à savoir que la liste dont je veux me souvenir, eh bien, je vais la voir sur mon téléphone et du même coup sur mon ordinateur ou finalement sur n'importe quel écran que je vais pouvoir consulter. Et donc, voilà, par rapport à l'histoire de Grégory, une solution à cette question de la conservation par une dématérialisation qui n'implique pas l'absence de matière, mais une sorte d'ambiguïté matérielle qui se retrouve sur toute une série de plans. Alors pour moi, cette ambiguïté matérielle, elle est principalement liée à un phénomène assez simple, qui est l'espèce de distinction qu'il y a aujourd'hui dans le numérique entre le stockage et l'affichage. C'est-à-dire que les données sont réellement stockées quelque part et elles sont totalement matérielles, mais par contre leur lieu d'affichage peut être totalement distinct de l'endroit de leur stockage. Alors que dans un livre, le stockage des données et l'affichage des données, c'est le même endroit, c'est exactement le même endroit. Quand on ouvre un livre, si on sait lire, globalement, on arrive à lire le livre. Si je prends un disque dur et si j'ouvre le disque dur, je vais avoir du mal à lire le disque dur, parce que la lecture des données sur le disque dur passe par encore une autre machine. Donc pour moi, cette différence entre le stockage et l'affichage, c'est cette dématérialisation. Moi, le désavantage énorme que je vois dans le concept de dématérialisation, c'est que tu sembles désigner quelque chose par le mot dématérialisation qui n'est pas la dématérialisation, puisqu'elle reste totalement matérielle. Donc ça a tout de même ce désavantage de dire un peu l'inverse de ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que bon, si on parle de dématérialisation, c'est qu'il y a moins de matière. Or là, la grande
pas la grande découverte de ces dernières années, mais entre autres dans les arts, ce qu'on a appelé le post-digital, ça a été la redécouverte de l'extrême, de l'affreuse lourdeur matérielle de ce qu'on a appelé le numérique, qui était baigné dans une idéologie de l'immatérialité. Moi, je me souviens quand les premiers CD Philips étaient sortis, c'était une mémoire pour l'éternité. C'était les publicités avec, il y avait un rayon laser qui traversait d'ailleurs le CD, c'était dans les années 80. Et effectivement, très rapidement, les CD sont tous devenus illisibles au bout à peine de 4-5 ans. Et ça me rappelle d'un projet que j'ai voulu réaliser, que je n'ai pas réalisé, qui était d'essayer de faire de faire un travail artistique, quel qu'il soit, mais qui puisse avoir une durée de 30 000 ans, par exemple. Et donc j'ai travaillé avec un ingénieur, et en fin de compte, ce qui était assez drôle, c'est que plus on voulait remonter dans le temps, plus on voulait augmenter la durée de vie de l'œuvre, et plus on devait remonter dans les techniques humaines, en fin de compte. C'est-à-dire que les choses les moins durables, c'était vraiment tout ce qui était électronique. Je crois que ça a environ une durée de vie de 30 ans. Les composants ne marchent pas. En fin de compte, la durée de vie des composants juste électroniques, c'est pour ça que quand tu dis on a trouvé la solution, je crois que la grande majorité des composants électroniques, c'est à peine 30 ans. Bon. Et même si on n'est pas vraiment sûr, celle des supports, des disques durs, ça peut être moins que ça. Et si on veut progressivement faire une œuvre ou une mémoire qui a une certaine durée de vie, alors on va faire de la peinture, ensuite on va graver la pierre, et alors quand on commence à graver la pierre, là ça commence à devenir intéressant, là on arrive à plusieurs milliers d'années. Mais par contre faire quelque chose qui est électronique, qui a plusieurs milliers d'années, on n'y arrive tout simplement pas. Et donc le phénomène qui est amusant, c'est que en même temps on enregistre de plus en plus de choses, et en même temps les supports qu'on utilise sont extrêmement périssables, comme si par là même, inconsciemment, on garantissait les générations à venir de ne pas être totalement submergés par tous les enregistrements qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train d'en faire sûrement trop, et que sans aucun doute, beaucoup de supports vont disparaître. Ça me rappelle aussi le fait qu'il y a un groupe qui s'appelle le DOCAM, qui est bien connu, qui est un groupe de recherche internationale spécialisé dans la conservation des arts dits variables, dont les arts numériques ou digitaux. Et en fin de compte, ils sont arrivés au résultat que pour beaucoup d'œuvres, c'est impossible de conserver ces œuvres. On peut en garder la partition et ensuite les rejouer. C'est-à-dire il faut les refaire, il faut les réadapter, il faut les refaire, un peu comme une composition musicale où finalement il faut un orchestre à nouveau pour jouer l'œuvre. Ça a été le cas, mais pour des techniques comme du HTML, il y a des œuvres en HTML qui datent du milieu des années 90, qui sont devenues, malgré leur simplicité, presque illisible. Et donc, il faut retrouver le logiciel, Mosaïque, il faut retrouver les ordinateurs, etc. Et donc, il y a tout un rétro-engineering qui pose un vrai problème. Et puis, vraiment, le problème de cette mémoire numérique, c'est la durée de vie des composants. Or, si quelqu'un trouve un livre dans le désert, s'il arrive à trouver le sens de l'alphabet, etc., en comparaison, il va pouvoir le lire. Mais ce n'est pas du tout la même expérience que quelqu'un qui va trouver un disque dur dans le désert, où il va falloir qu'il recrée toute une machine. Et recréer une machine, ça ne correspond pas uniquement, pour pouvoir lire le disque dur, ça ne correspond pas à l'apprentissage d'un alphabet. Donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment l'hypermnésie a plein de procédures d'amnésie, en fin de compte, mais quasiment matérielles, pour le coup. Alors, moi, je vais défendre quand même mon terme de dématérialisation, et de plusieurs façons. D'abord, quand tu parles de la différence entre le stockage et l'affichage, cette espèce d'ambiguïté qui fait que la même information peut se trouver sur différents supports, c'est vrai aussi du stockage, à savoir que la plupart des choses sont stockées dans différents endroits, donc pas seulement affichées dans différents endroits, mais stockées dans différents endroits. Et il y a par exemple, d'une certaine façon, on parle beaucoup du Bitcoin et de la blockchain, c'est tout la solidité de la blockchain, elle repose aussi sur le fait que ma blockchain, enfin pas ma blockchain, la blockchain, elle va être stockée dans une multiplicité d'ordinateurs. Donc il y a cette ambiguïté aussi au niveau du stockage. Alors ensuite, je suis tout à fait d'accord dans l'idée qu'effectivement, dématérialisation ne signifie pas absence de matière, mais simplement la possibilité de déplacer d'un support matériel à un autre ou de le
transférés sur une multiplicité de supports matériels. Alors, ensuite, la difficulté dont tu rendais compte à faire une œuvre qui dure pour, tu disais, 10 000 ans. 30 000. Moi, je visais 30 000, hein, rien de moins, rien de plus. Mais elle tient à ce que tu voulais faire, elle tient à l'incertitude de tout devenir humain. Finalement, on peut s'envoyer des bombes atomiques et disparaître entièrement dans les jours qui viennent. Mais elle tient aussi à ce que tu voulais faire, une œuvre, c'est-à-dire un objet. Et tu ne voulais pas simplement diffuser ou pérenniser une information. Et tu voulais faire un objet qui dure. Et alors, en ce qui concerne la durée de vie des composants, justement, parce qu'il y a cette ambiguïté et que la même information peut se trouver sur une multiplicité de supports matériels, et bien justement, à la différence du livre, si mon ordinateur tombe en panne, eh bien, je le jette et j'en achète un autre sur lequel je retrouverai normalement, et maintenant il y a les techniques pour cela, je retrouverai tous mes fichiers. Donc effectivement, le fait de jeter mon ordinateur, ça pose des problèmes écologiques, mais finalement, ces problèmes, ils ne touchent pas, ils sont réels bien sûr, mais ils ne touchent pas la survie de l'information dans l'avenir très proche. Et enfin, quand tu parlais voilà, quand tu comparais celui qui trouve un livre et celui qui trouve un disque dur, finalement, celui qui trouve un disque dur dans le désert, il doit effectivement construire toute une technique pour lire ce disque dur. Mais celui qui trouve un livre dans le désert, eh bien, il doit aussi construire toute une technique pour pouvoir le comprendre, c'est l'apprentissage de la lecture. Et l'apprentissage de la lecture, ben, on n'apprend pas à lire tout seul, c'est-à-dire non seulement, à la limite, on peut dire que comme Champollion, si on sait déjà lire et écrire, on va peut-être pouvoir décoder une autre langue tout seul, mais la lecture et l'écriture, ça s'est inventé, et ça s'est inventé lentement et pas tout seul. Donc celui qui trouve un livre dans le désert, il a beaucoup de choses à mettre en place avant de pouvoir comprendre ce livre. Par contre, là où je suis entièrement d'accord, c'est dans l'idée que cette hypermnésie, elle passe par une multiplicité d'amnésies. Et pour moi, c'est un deuxième aspect, une deuxième difficulté soulevée par l'hypnésie, c'est le problème de Fuentes dans la nouvelle de Borges, à savoir que se souvenir de tout et se souvenir de tout exactement, ça fait une vie impossible, littéralement. On ne peut pas vivre. Fuentes, il est dans son lit écrasé par la masse de ses souvenirs. Et pour pouvoir survivre à l'hypermnésie, il faut effectivement trouver des moyens de classer et de trier. Mais je pense que c'est une difficulté qui est différente de celle de la dématérialisation, pour insister et m'entêter sur le terme, une difficulté donc, qui est différente de celle de la dématérialisation, et j'aurais envie de dire que là encore, on a résolu, et avec une sorte d'ambiguïté, je vais par le dire justement en essayant d'effacer cette ambiguïté. Finalement, donc quelle est la difficulté, hein? C'est que ben voilà, si j'ai tous les livres qui existent au bout de mon clavier, en gros, on est presque là. En gros, je peux pratiquement trouver n'importe quel livre, pas tout à fait, mais presque. Finalement, qu'est-ce que je vais lire? Qu'est-ce que je vais avoir envie de lire? Est-ce que je ne vais pas passer mon temps à essayer de choisir et à parcourir les rayons de cette bibliothèque quasi totale? Eh bien, d'une certaine façon, non. Et Amazon, par exemple, me propose une série de livres qui vont m'intéresser et en fait, qui m'intéressent. C'est-à-dire que les choix que me propose Amazon, ils sont, et c'est là qu'il y a l'ambiguïté, finalement, les choix que propose Amazon, ils m'intéressent. Et que donc, c'est une façon de classer, d'oublier et de refaire surgir ce qui m'intéresse. Alors, on pourrait aussi inverser, je ne vais pas m'entêter sur la dématérialisation, bien que je pense que ce que mobilise comme type de technique l'apprentissage de la langue et la production d'un ordinateur sur lequel on doit brancher un disque dur, ça n'implique pas le même type de matérialité. C'est-à-dire que
pour lire un disque dur, ça suppose de faire des usines, quasiment, de refaire tout un schéma technique assez complexe qui n'est pas le même type d'apprentissage, alors qu'effectivement, Champollion, par comparaison entre plusieurs traductions, Champollion savait déjà lire. Tout à fait, il savait déjà lire, mais là on part de ce principe-là. Après, peut-être que sur la question de ce dont tu parlais sur les livres et sur Amazon, bien sûr, on sait, on peut poser les choses de façon anthropologique, c'est-à-dire effectivement, nous, notre accès aux livres, mais je pense aussi à tous les livres qui ne sont pas lus. C'est-à-dire, on peut aussi prendre du côté des objets, et en particulier sur Internet, où, j'ai plus le nombre, mais je pense que l'immense majorité des données sur Internet ne sont liées à aucune autre donnée, et donc personne ne peut y accéder, sauf par une URL directe. Mais c'est des milliards et des milliards et des milliards de pages. Je crois que c'est 75% du web, ou quelque chose, c'est assez conséquent. Et donc, il y a aussi tous ces objets de mémoire, que ce soit des pages sur un serveur ou des livres. Ici, peut-être qu'on a ces données-là, mais il y a peut-être des livres qui ne sont jamais consultés, ou presque jamais consultés, qui sont abandonnés à leur solitude. Et donc, il y a aussi ce phénomène d'objets qui existent pour un usage futur, et on les préserve malgré tout. Parce que potentiellement, je ne sais pas d'ailleurs si on a des chiffres sur la fréquentation des livres, les livres fréquentés ou peu fréquentés. Et on les préserve parce qu'on imagine qu'il pourrait y avoir un usage futur, ce qui est aussi un peu la question de la bibliothèque. Peut-être qu'on peut aussi, avant de passer sur Internet, mais parler un peu de la bibliothèque, où il y a quelque chose de très, pour moi, morbide et en même temps vivant dans une bibliothèque, qui est tous les livres qui ne sont pas lus et donc qu'on préserve en vue d'un usage futur potentiel qui pourrait être intéressé. Et puis le fait qu'effectivement, en tout cas moi c'est ce qui m'avait inspiré dans le travail que je vais très rapidement décrire, juste pour que quand vous allez voir entendre le concert de Christophe, vous puissiez comprendre les images. Donc c'est un travail sur la bibliothèque de l'ENS, qui est bien sûr un lieu très étrange. Là on est dans une certaine salle de l'ENS, qui est qui est son ancienne porte d'entrée, qui est sa façade quasiment. Mais dès qu'on rentre plus, on rentre dans un sous-marin, quoi, quasiment, assez bas de plafond, assez étonnant. On a vraiment l'impression d'être dans un blockhouse. Et puis il y a la nouvelle bibliothèque, qui est beaucoup plus, bien sûr, contemporaine. Et il y a plusieurs époques dans ces bibliothèques. Et quand on rentre dans ces bibliothèques, bon, ce qui, bien sûr, est chaque fois étonnant, c'est le silence. Et les gens qui travaillent, on se dit, on s'interroge sur ce qu'ils sont en train de faire là, quoi. Et on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur tous les gens qui étaient là avant, en fin de compte. Tous les gens qui étaient là avant et tous ceux qui seront là après. Et la préservation de la bibliothèque, c'est-à-dire d'essayer de créer un lieu souverain, autonome, idéalement autonome, où on préserve ces supports-là, c'est pour préserver ce lien entre ceux qui sont morts et ceux qui ne sont pas encore nés. Et donc, dans ce travail, ce que j'ai juste fait, je me suis intéressé, alors pour le coup, à la matérialité de la bibliothèque. C'était ça qui m'intéressait, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, la matérialité. Et donc, j'ai numérisé à très basse définition en 3D environ 50 lieux de la bibliothèque. Donc, vous verrez les images animées après, elles sont pour l'instant totalement figées. Donc, je l'ai numérisé avec une Kinect, donc une interface de jeu très très basse définition. Et il se trouve que quand on numérise avec une Kinect, l'ordinateur fait un modèle 3D, avec, donc il y a des points, et l'ordinateur va combler tous les trous, en fin de compte. Va combler toutes les lacunes, va combler tous les trous. Et ça va créer un modèle assez étrange, c'est-à-dire que l'ordinateur va créer une forme, en fin de compte, 3D, qu'on pourrait tout à fait imprimer, on pourrait tout à fait en faire des sculptures, qui, comme vous le verrez, a quelque chose de très géologique, et ça ressemble à des espèces d'œufs ou de géologie très compacte comme ça. Alors moi, ce qui bien sûr m'intéressait là-dedans, c'était le fait que tout à fait par hasard, par une technique pour le coup, et une heuristique tout à fait concrète, brutalement, la bibliothèque devenait une archive totalement fossile, et que bien sûr, moi, les fossiles, quant à mon travail, c'est l'anticipation des fossiles, le fait de considérer la société capitaliste ou post-capitaliste comme déjà fossilisée, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc pour revenir à cette question de l'accès de la bibliothèque, ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'entre la bibliothèque et Internet,
Tout se passe comme si la bibliothèque était un espèce d'idéal de souveraineté et qu'Internet, en multipliant, en intensifiant ces flux de mémorisation dans tous les domaines de la vie, peut-être qu'on pourrait y revenir, met en cause un peu ces questions de bibliothèque. En tout cas, met en jeu, puisque beaucoup de ressources aujourd'hui archivistiques sont en ligne, etc. Et donc là, il y a aussi quelque chose d'étrange qui est entre la bibliothèque et Internet. Et dernier point, dans ce que je voulais dire, il y a le fait entre l'affichage et le stockage, j'y reviens tout de même, je fais du rétropédalage, mais c'est l'idée aussi que la mémoire individuelle, auparavant, je lisais un livre et j'étais porteur de la mémoire du livre. Aujourd'hui, je lis un livre, je prends des notes sur un fichier PDF et je délègue à un disque dur une partie de cette mémoire et de cette lecture. Et que tout se passe comme si la division entre stockage et affichage se réitérait chez l'individu entre la mémoire individuelle de la personne et la délégation d'une mémoire à un disque dur, à notre disque dur personnel, etc. Et que là aussi, ça crée encore de l'amnésie. Donc peut-être que sur la bibliothèque ou sur Internet. Oui, sur Internet, oui. Il y a beaucoup de choses. Oui, alors je ne peux pas parler de ton œuvre puisque je ne l'ai pas vue, mais c'est un aspect frappant de ton travail artistique, c'est, à mes yeux, cette façon de rematérialiser ce qui, au sens où je l'ai expliqué, non pas n'a pas de matière, mais au sens où je l'emploie, se dématérialise. C'est-à-dire, eh bien, justement, de jouer sur, de façon paradoxale, et souvent, par exemple, dans ton œuvre dont tu parleras peut-être mieux que moi, télofossile, c'est-à-dire cette façon de remettre au passé des objets très contemporains et des objets qui sont justement des claviers, par exemple, ou qui sont justement associés à ce que j'appelle cette dématérialisation de l'information. Donc une rematérialisation paradoxale de ce qui nous semble, au moins naïvement, y échapper. Et c'est un aspect qui me semble assez récurrent dans ton travail. Alors, sans aucun doute, parce que je vais essayer d'expliquer ça clairement dans un temps très bref, très ramassé. Sans aucun doute, il m'a semblé que l'état le plus intéressant des machines, c'est tout de même quand c'est en panne. Parce que l'expérience qu'on en a quand un ordinateur tombe en panne, c'est un sentiment de délaissement, d'énervement, et où brutalement, cette matière qui était oubliée, c'est-à-dire l'ordinateur, on l'oublie dans l'usage. Brutalement par la panne revient, c'est-à-dire que là, brutalement, on revoit l'ordinateur, on voit les fils derrière avec la poussière, et toute l'accumulation de la poussière derrière les bureaux, c'est quelque chose de très frappant. Et que bizarrement, pas bizarrement, mais quand la technique sort de l'usage, la matière revient, donc ça veut dire que c'est l'usage qui occulte la matière. Et il y a derrière quelque chose aussi d'un peu idéologique, qui est que les gens qui vendent l'innovation de manière, et les évangélistes de manière souvent totalement folle, donnent une idéologie aux technologies très immatérielles, transhumanisme, il y a vraiment une haine de la matière assez forte, ou en tout cas un désir d'en finir avec un certain état de la matière, et oublie la réalité dans laquelle on est, qui est que plus il y a de technique, plus il y a de panne, plus ça dysfonctionne, que les technologies ne permettent pas d'aller plus vite, mais produisent de nouvelles conséquences, et ainsi de suite. Et moi, je rattache ça à ce que très justement, dans Lire le cerveau, je reviens à ce livre, qui était un livre que tu avais écrit donc, sur les lecteurs neurologiques, et où, à mon sens, ce que tu démontrais, l'un des éléments que tu démontrais, c'était que la question de savoir si les lecteurs de cerveau pouvaient réellement lire notre pensée était une question mal formulée, et que la bonne question, c'était de savoir la croyance que nous avons dans leur fonctionnement peut-elle changer notre manière de penser, voilà, globalement. Et je pense que c'est un modèle général pour comprendre ce qu'est la technique, qui est beaucoup plus opérationnel que le discours premier degré de l'innovation et de l'émancipation par la technique. Voilà. De prendre toute la technique comme une zone indistinctement matérielle, affective, imaginaire et fantasmatique qui produit des effets, c'est-à-dire si je crois qu'un lecteur neurologique peut lire mes pensées, alors je ne vais pas demander ma compagne qui me donne une cigarette après avoir fait l'amour, je vais penser que donc j'en avais envie, et que donc par
prétérition par rapport entre un futur et un passé qui s'en mêlent, ça va insérer, ça va faire de l'inception en moi, et ça va insérer l'idée qu'en fin de compte, j'en avais envie. C'est un modèle qu'on peut assez bien appliquer aux technologies et qui est assez, à mon avis, assez neuf et assez puissant dans la période dans laquelle on rentre où il y a une obsession politique par rapport aux technologies. Peut-être que sur Internet, je ne sais pas, si on peut... on a encore un peu de temps. Tu voulais dire des choses sur la bibliothèque ? Oui, d'accord. Je vais dire un peu, on parlait de la bibliothèque, je vais revenir sur la bibliothèque, okay. Je vais revenir sur la bibliothèque, puis ensuite rebondir sur ce que tu disais. Voilà, donc sur la bibliothèque, justement, par rapport à cette hypernésie, je dois dire, d'abord, j'ai été frappé quand tu parlais de la bibliothèque comme un sous-marin, parce que pour moi, cette salle, comme je suis entré pendant des années, comme tout le monde, par cette porte, il y avait un bureau, 2 bureaux, en fait, des bibliothécaires affairés, il y avait beaucoup de monde, de passage dans cette salle, du bruit. C'est vrai que maintenant, elle semble très vide, en fait, très vide, et la porte, évidemment, est toujours fermée. Alors, justement, la porte fermée, je dirais qu'en fait, pour moi, la bibliothèque aujourd'hui, dans cette hypermnésie d'Internet, que la bibliothèque aujourd'hui, bon, ce serait en fait un lieu de fermeture, un double lieu de fermeture, enfin en 2 sens. Alors je passe sur l'aspect que, évidemment, aussi dans la bibliothèque, je vais avoir accès légalement à toute une série de textes auxquels je n'ai pas accès forcément depuis chez moi. Mais un lieu de fermeture en cela que la bibliothèque, est-ce qu'elle peut encore être un endroit où je vais vraiment chercher de l'information? Pas forcément, mais pour moi, c'est devenu plus un lieu de travail, et donc un lieu qui doit être fermé et un peu coupé du monde extérieur. Un lieu de fermeture aussi, en cela que le livre, à la différence du texte qu'on va lire sur Internet, le livre est un objet fermé par une couverture. Et il a, de façon palpable, un début, une fin, et même une sorte de peau littéralement pour les livres plus anciens reliés avec du cuir, mais une sorte de peau, et qu'il est enfermé dans cette peau que n'a pas du tout le fichier, que si je lis un livre sur un écran, eh bien, je ne sais pas si je suis au début, à la fin, et à la limite, il peut directement ouvrir sur le suivant, et il n'y a plus cette fermeture du livre, et je pense que c'est quelque chose dans la lecture de très important, le fait qu'on sache où on en est par rapport dans le livre, mais sans doute même cette peau qui enferme le livre. Et donc j'aurais envie de voir la bibliothèque justement comme un lieu qui doit se revendiquer, être fermé, séparé du monde extérieur, cloisonné, silencieux. Le grand discours de la souveraineté. Pourquoi de la souveraineté? Je ne sais pas, non, mais la fermeture, quelque chose d'autonome, etc. De séparer, à la limite, comme les pages d'un livre qui est fermé. Bon. Et puis voilà, donc à l'opposé, Internet, et donc voilà, tu parlais de cette idée que justement les nouvelles technologies, ou toutes ces technologies qui visent à prédire en fait, ou à décrypter nos pensées ou nos préférences, est-ce que eh bien, elles fonctionnent de cette façon, ou bien finalement est-ce que c'est nous qui nous y adaptons? Tout à l'heure, on parlait de la façon dont Amazon me propose des livres qui m'intéressent. Eh bien, est-ce que finalement c'est Amazon qui connaît mes intérêts, ou bien c'est moi qui, étant convaincu que les algorithmes d'Amazon fonctionnent, m'intéresse aux livres qu'Amazon me propose? Et donc, c'est ce que j'appelle de façon plus générale le syndrome du thermomètre. À cause de mon oncle, j'ai un oncle, donc ce n'est pas l'oncle de Tati avec le film de Tati, mon oncle, vous voyez, avec la maison dans laquelle tout communique, comme le dit la mère de famille. C'est mon oncle à moi qui avait
bizarrerie, il l'avait vraiment, hein, il avait cette bizarrerie qu'il avait toujours des thermomètres sur lui, et il les disposait un peu partout, comme ça. Dès qu'il était quelque part, il mettait des thermomètres. Je me demandais pourquoi, donc dès qu'il allait chez mes parents, il mettait ces thermomètres. Et en fait, en observant la chose, je me suis aperçu que, voilà, de temps en temps, il regardait le thermomètre, et puis en fait, suivant la température extérieure que le thermomètre donnait, il décidait s'il avait chaud ou froid. Donc là, il aurait, bon, là, c'était un cas un peu limite, je pense qu'il aurait réussi à déterminer s'il avait chaud ou froid sans thermomètre, mais voilà, il regardait 25, oh, j'ai chaud, voilà. Et c'est comme s'il avait en fait perdu la faculté de lire son expérience intérieure, qu'il ne savait plus s'il avait chaud ou froid, qu'il avait besoin de cette petite machine pour lui dire s'il avait chaud ou froid. Eh bien, justement, c'est ce que fait Amazon, c'est-à-dire, ou notre relation par rapport à Amazon, c'est-à-dire que finalement, je ne sais plus quels sont les livres qui m'intéressent, je ne m'interroge plus sur les livres qui m'intéressent, j'attends qu'Amazon me les donne comme le thermomètre de mon oncle lui dit s'il a chaud ou froid. J'ai reçu, autre exemple dans le même genre, j'ai reçu il y a quelques temps avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, un spam de Crowdpack. Et donc Crowdpack me disait, voilà, vous ne savez pas pour qui vous voulez voter, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, vous ne savez pas pour qui vous voulez voter, eh bien faites notre test et nous allons vous le révéler. Alors j'étais très surpris, je me suis dit que c'était l'un des deux candidats qui en fait voilà, me faisait faire un test et la réponse allait toujours être l'un des deux candidats. Et j'ai regardé ce que c'était que Crowdpack et pas du tout. C'est une compagnie basée dans la Silicon Valley qui fait ce genre de modèle pour tous les pays. Il y avait au même moment le test pour les élections en Grande-Bretagne. Et donc l'idée, c'est vraiment que je ne sais pas pour qui je vais voter et je fais un test et suivant mes réponses au test, Crowdpack parle de l'usage de l'analyse des données. Bon, en fait, on imagine que c'est quand même assez simple. Suivant les réponses que je fais au test, Crowdpack me dit pour qui je veux voter. Et là encore, c'est exactement comme mon oncle et son thermomètre. Et donc, pour moi, tu as aussi, justement, il y a une de tes œuvres que j'aime beaucoup, qui est Memory Center, et qui, je trouve, justement, joue dans cette ambiguïté et pourrait être interprétée comme une machine qui, dans ce syndrome du thermomètre, nous produit nos rêves. Alors, d'abord, je suis très sensible à cette notion de perte d'expérience intérieure ou de confiance en l'expérience intérieure et le fait qu'aujourd'hui, les technologies et toute la suggestion esthétique, c'est-à-dire tous les sites qui proposent de suggérer des choses, sont fondés sur cette perte de confiance, qui est un phénomène assez généralisé, puisqu'apparemment, il y a des entreprises de la Silicon Valley qui font leur... Alors, j'ai une autre anecdote, un peu du même ordre, pour confirmer un peu cette intuition. C'est un ami proche qui était célibataire depuis assez longtemps, donc il s'est inscrit sur un site de rencontre, OkCupid, et il ne savait pas quoi, il rencontrait un certain nombre de femmes, mais bon, il ne savait pas. Et donc, il a décidé un jour, et j'ai vu ce moment-là, il a décidé parce que sur OkCupid, le niveau de compatibilité qu'on a avec les gens, il y a un pourcentage de compatibilité. Et donc, à ce moment-là, il a décidé de prendre dans le secteur géographique, celles qui avaient le plus haut niveau de compatibilité avec lui, donné par OkCupid, et de faire confiance, puisque lui, il n'arrivait pas à se décider, de faire confiance à OkCupid. Résultat des courses, ils se sont mariés, etc. Mais il y a eu vraiment chez lui l'idée de faire totalement confiance à OkCupid, puisqu'il disait, de toute façon, je suis incapable moi-même de décider, je ne sais pas. Je ne sais pas et il faut décider. Donc il y a une délégation de la décision. Alors, à mon avis, qui a un sens qui commence à prendre un sens assez remarquable aujourd'hui et qui nous ramène à la mémoire, qui est effectivement dans cette hypermnésie dont on parle, l'un des phénomènes fondamentaux, bien sûr, c'est l'enregistrement dans des bases de données sur Internet de multiples données provenant des utilisateurs. Donc ça, c'est un mécanisme qu'on connaît tous. Mais avec le Web 2.0, ça s'est intensifié depuis une dizaine d'années, en particulier sur les réseaux sociaux. Et avec toute cette espèce de concept dont on parlait, qui était un peu ce mot un peu tarte à la crème, qui était le big data, en français les données massives, et qui était un peu un mot magique pendant pas mal d'années d'entreprises qui accumulaient beaucoup de données venant en particulier des utilisateurs
et qui était valorisé comme Facebook à plusieurs milliards de dollars, uniquement parce qu'ils accumulaient ces données. Et moi, la question que je me posais pendant assez longtemps, c'était de savoir, mais quel est l'intérêt, quel est l'avantage économique à accumuler toutes ces données? Parce que finalement, le fait de faire de la recommandation ou de vendre ces données à des organismes publicitaires, ça ne peut pas faire un business, à mon avis, ce n'est pas une économie suffisante. Et je ne comprenais pas très bien, parce qu'en fin de compte, conserver toutes ces données, ça coûte extrêmement cher. Bon. Et il me semble, et là, ça va nous permettre aussi peut-être de pointer ce qu'on va essayer de faire à Post Digital pendant 1 an ou 2, un des sujets, c'est que depuis, en tout cas, maintenant, au moins 2 ans, c'est le cas d'Amazon. Tu parlais des suggestions. Donc les suggestions d'Amazon, de ce que je sais, elles sont fondées sur les achats d'acheteurs qui sont proches de tes goûts, finalement. Donc il y a des profils de goût qui sont mis en place au regard de ce qu'ont acheté déjà des gens dont le profil est proche du tien. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des goûts. Et donc on fait confiance à une communauté, finalement. C'est comme l'économie de l'accès de Rifkin, on fait confiance à une communauté d'acheteurs, comme aux États-Unis on avait fait dans les années 50-60. Et avec Facebook et avec d'autres entreprises, toutes ces données passent donc dans ces fameux réseaux récursifs de neurones et vont permettre non pas seulement de produire des informations identiques, mais de reconnaître des informations nouvelles ou de produire de nouvelles informations. Alors je vais vous donner un exemple assez simple de ça, qui est assez surprenant tout de même, parce que ça donne un sens à tout ce qu'on est en train de vivre sur le réseau depuis quelques années, un peu différent de ce qu'on pensait. Sur Facebook, avant qu'une image photographique s'affiche, on voit apparaître rapidement l'image contient peut-être 2 points, et là il y a une description de ce que pourrait contenir l'image. Et parfois il y a des erreurs. Et ce n'est absolument pas des tags qui ont été posés par un être humain, c'est simplement par comparaison avec toutes les images qui ont été taguées humainement par des êtres humains, que de nouvelles images qui n'ont pas été taguées peuvent être taguées et peuvent être décrites. À partir de là, il y a 2 phénomènes de mémoire qui apparaissent, à mon avis. C'est première chose, c'est un phénomène qui a été largement décrit par plein d'autres personnes. C'est d'une part qu'on devient des travailleurs gratuits pour toutes ces entreprises. C'est-à-dire qu'en alimentant les réseaux sociaux, on travaille pour eux, on travaille pour leur base de données et c'est comme ça qu'ils se valorisent et on n'est pas du tout rémunéré pour cela. Et la deuxième chose, c'est que ce big data, ce fameux big data, brutalement prend un sens inimaginable. Proprement parler, inimaginable. Alors ça nous ramène à Memory Center, dont je vais parler brièvement pour décrire ce que c'est, ce travail, très très brièvement. Donc c'est très simple, c'est une base de données d'environ 20 000 rêves qui ont été accumulés par 2 psychologues de l'université de Californie. Donc ils ont pris 20 000 rêves, et il se trouve que je leur ai demandé d'avoir accès aux sources de cette base de données. Donc ils m'ont très gentiment donné cette base de données. Et puis, à partir de là, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les textes et j'ai fait un système très simple qui est une chaîne de Markov et qui permet globalement, à partir de textes déjà existants, d'en produire d'autres qui sont assez cohérents, qui ressemblent aux textes déjà existants, mais qui sont nouveaux. Alors l'intérêt de ça, c'est que parfois ça crée il y a des imperfections dans ces textes générés, mais comme c'est des rêves, on s'autorise, on admet, dans ce rapport de confiance, dans le rapport thermomètre, on admet que dans les rêves, certaines incohérences. On comble les trous quand on lit, quand quelqu'un vous raconte. Vous savez, le matin, quand votre compagnon ou votre compagne vous raconte ses rêves, en général, on comble toutes les lacunes de ses rêves. Donc il y a une voix off en voix de synthèse qui dit un rêve, et là, il y a des mots-clés qui sont détectés automatiquement. Et un logiciel envoie des requêtes sur Internet pour aller chercher 3 images qui vont illustrer ce rêve. Et on a tous fait ce test dans Google, d'aller chercher une image qui correspond à un mot. Et bien sûr, de s'amuser de la différence, de la divergence qu'il y a parfois entre le mot qu'on met et l'image, parce que parfois ça ressemble pas, et de s'imaginer pourquoi, qu'est-ce qui fait que Google se trompe finalement, qu'est-ce qui fait que bon. Et là encore, cette divergence est autorisée parce que c'est un rêve.
Et effectivement, ce qui est très étonnant dans ce projet, sur lequel je n'ai aucune maîtrise, puisque c'est généré en temps réel, et donc moi je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ça aussi qui m'amuse en tant qu'artiste, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer. Alors, qu'il y ait de la contingence, parce que c'est connecté au biotope du réseau, c'est que finalement, quand on passe du temps devant ce truc-là, il y a des histoires qui commencent à se raconter. Et des histoires qui sont à mi-chemin entre le fait que le regardeur individuel comble les lacunes, qu'il y a une espèce, je ne parlerai pas d'intelligence collective, mais de bassin collectif qui est Internet, dans lequel il y a toutes ces informations-là. Et il y a la machine qui essaye de traduire mal des images en texte. À partir de là, effectivement, on peut le voir de deux façons. Et moi, c'est cette ambiguïté-là qui m'intéresse, parce que je pense que cette ambiguïté, elle est au cœur de ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est les rêves d'une machine. C'est une machine qui rêve sur nos rêves, qui utilise nos rêves pour rêver à son tour. Et c'est bien sûr aussi des propositions de rêves pour nous, puisque beaucoup d'entre nous, on ne se souvient plus de nos rêves, quoi. Donc, comme on ne se souvient plus de nos rêves, on a toujours l'idée, est-ce qu'on rêve, est-ce qu'on oublie, est-ce qu'on rêve vraiment plus? Et donc, la seule manière de rêver, ce serait de plus dormir et de pouvoir juste voir des rêves. Oui, il y a des tentatives, un laboratoire japonais qui a essayé de faire un système pour réussir à décrypter les rêves dans le cerveau du rêveur. Et tu pourrais leur proposer ton système comme une machine à imposer des rêves aux rêveurs. Alors, dans ce que tu disais avant, sur justement Facebook et la façon dont les images peuvent se rapporter les unes aux autres, quelque chose que je trouve à la fois anecdotique et tout à fait fascinant sont ces algorithmes sur Pinterest, par exemple, qui, à partir des images que j'ai déjà regardées et qui m'intéressent, vont me donner de nouvelles images dans le même style, c'est-à-dire qui vont m'intéresser aussi. Et on pourrait imaginer même que l'algorithme soit encore plus précis et prenne en compte le temps que j'ai passé à regarder cette image, peut-être celle que j'ai envoyée sur mes courriers électroniques, etc. Ce qu'il y a de frappant, c'est que lorsque je mets, dans cette perspective, lorsque je mets mes photos de vacances sur Facebook ou ailleurs, les miennes sont tout à fait analogues à celles que mettent tous les gens qui sont allés à Stockholm le week-end dernier. Et donc, finalement, je pourrais très bien demander à la machine de compléter mes photos de vacances par d'autres qui seraient absolument comme mes photos de vacances et que je pourrais considérer moi-même comme mes photos de vacances. Où la seule chose finalement qui montre que ce ne sont pas mes photos de vacances, finalement, je suis sûr qu'au bout de quelques années, moi-même, je me laisserai prendre complètement à savoir si cette vue du lac, je l'ai prise moi-même ou si c'est quelqu'un d'autre, je l'aurais complètement oublié. Finalement, la seule chose qui marquerait que c'est ou non ma photo de vacances, ça serait que mon portable l'a daté en disant ça a été pris par moi, c'est-à-dire le portable parle par cet appareil à telle date, à tel endroit. Et donc, on pourrait parler avec une ambiguïté comparable à celle de la dématérialisation, d'une dépersonnalisation de la mémoire. À savoir qu'il y a une sorte de renversement par rapport à Locke, par exemple. Locke disait que la personne, elle est définie par sa mémoire. En fait, ce que je suis, c'est celui dont je me souviens. Et c'est la personne en tant qu'elle est condamnable par la justice. Par exemple, si j'ai fait un crime mais que je ne m'en souviens absolument pas, par exemple après avoir reçu un grand coup sur la tête, eh ben, ça n'est pas moi, pour Locke, qui l'ai fait. Et on pourrait dire que dans cette hypermnésie d'Internet, on a une sorte d'inversion où, au contraire, c'est la personne qui définit ce que c'est que sa mémoire. Et la personne en deux sens, en fait, c'est-à-dire le trajet que j'ai fait avec mon appareil photo, avec mon portable, et qui peut noter à quels endroits je suis passé, et puis la personne comme une série de paramètres dans un algorithme qui peut dire que ces photos, eh bien, elles sont exactement comme les miennes et elles peuvent finalement s'intégrer dans ma mémoire.
Ce qui est assez étonnant, c'est que tout à fait par hasard, j'ai acheté aujourd'hui sur Kickstarter, donc un site de crowdfunding, un petit appareil qui va encore, même peut-être plus loin, qui va encore l'étape après. C'est un petit appareil qu'on greffe qu'on met sur son appareil photographique. Et vous savez, les capacités des capteurs des appareils photographiques sont beaucoup plus importantes que les réglages qu'on a. C'est pour ça qu'il y a des hacks pour arriver à avoir accès à tous les réglages de ces appareils photographiques. Et donc ce petit appareil regarde la vue qu'on est en train de prendre et ensuite compare avec toutes les photos sur Internet qui ressemblent à la photo qu'on va prendre et fait les meilleurs réglages possibles de profondeur de champ, de netteté, donc c'est un système aussi, c'est un réseau récursif de neurones également, pour régler automatiquement l'appareil de manière extrêmement détaillée. D'où le fait que dans la prise de vue elle-même, la prise de vue elle-même vient s'inspirer de toutes les autres photos prises. Et c'est pour ça que la série, quand on fait une photographie ou un document de mémoire, la série auquel ça appartient devient infinie. Alors j'avais fait un projet un peu autour de ça, qui partait de la série très célèbre de la cathédrale de Rouen de Monet, et qui est donc voilà, cette fameuse importante série, peut-être l'invention même de la série en art, qui est liée donc à la subjectivité de l'artiste, au changement climatique autour de la cathédrale de Rouen, etc. Et je m'étais amusé à trouver à récupérer automatiquement toutes les images sur Internet de la cathédrale de Rouen. Donc j'en avais environ 800. Donc tous les gens qui avaient pris une photographie de la cathédrale de Rouen. À partir de là, j'ai passé toutes ces photographies dans un logiciel de photogrammétrie. Donc un logiciel de photogrammétrie, c'est un logiciel qui permet, en comparant des images, de reconstituer un modèle en 3 dimensions. Et ensuite, je me suis amusé à imprimer cette cathédrale de Rouen, qui était un volume physique, mais qui était le produit de l'accumulation de toutes les photographies qui avaient été prises par des anonymes. Et c'est pour ça qu'il y a, sur la dépersonnalisation de la mémoire, je pense que c'est un phénomène en cours extrêmement puissant, parce qu'elle est dépersonnalisée, en même temps, elle reste... ça n'empêche pas que les gens produisent encore de la mémoire. C'est ça qui est très paradoxal. Ce n'est pas la machine qui va produire de la mémoire à leur place. Elle pourrait. Finalement, la photo, je veux dire, je peux demander à la machine de me trouver d'autres photos de Stockholm que j'aurais pu prendre. Et là encore, c'est une mémoire, oui, dépersonnalisée, enfin, ou qui est plutôt fondée sur la personne que le contraire. Il y a effectivement le sentiment, d'une part, quand on prend une photo ou quand on écrit un texte, à quoi bon? Il y en a déjà tellement, et quand on fait une œuvre d'art, il y en a déjà tellement. Et effectivement, avec ces fameuses intelligences artificielles, même si le mot n'est pas du tout adapté, ces réseaux récursifs de neurones ou ces GAN, ça dépend comment on les appelle, il y a le fait qu'on est aussi en train de découvrir qu'à partir de données déjà enregistrées, on peut en produire de nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a une autophagie productive de la mémoire, c'est-à-dire qu'on peut nourrir la machine avec de nouvelles données. Alors il y a une anecdote par rapport à ça, donc l'histoire de Roman et Eugenia que je ne t'avais pas raconté. Il se trouve qu'à un moment, Vidéo Publique, on s'était rencontrés, on avait parlé de ça et de la question des gens qui mouraient et des avatars des gens morts. Bon. Qui est aussi l'une des questions de la mémoire. Il y a une histoire qui s'est passée l'année dernière, qui est donc une histoire qui s'est passée en Russie, avec un jeune homme qui s'appelle Roman et qui était un jeune russe très brillant, qui était un peu dans la nuit moscovite, qui était aussi sur les réseaux sociaux, qui participait à des entreprises, des startups. Et il s'est fait écraser à l'âge de 32 ans, laissant sa famille, ses amis un peu dans le désarroi. Il se trouve que j'ai rencontré des gens qui le connaissaient, et il se trouve que c'était quelqu'un d'assez charmant et brillant. Et l'une, si ce n'est son meilleur ami, qui s'appelle Eugenia, a une start-up de réseau récursif de neurones où elle fait des chatbots, donc ces espèces de logiciels qui permettent de discuter sur Internet avec des entités, qui a cherché une manière de régler ce deuil, quoi. Et donc, elle a nourri un réseau récursif de neurones de tous les textes qu'elle a pu récupérer dans tous les échanges d'emails, tous les échanges de chat d'elle, de ses amis.
donc des milliers de signes qu'elle a introduits dans ses réseaux récursifs de neurones pour faire un chatbot qui parle à la manière de ce roman. Et donc aujourd'hui, on peut discuter. Donc moi, j'ai eu quelques conversations avec ce roman, et c'est vrai que les discussions sont d'un résultat assez étonnant, parce que ce n'est pas des fragments de phrases prédéterminés qui ressortent comme ça aléatoirement avec du cut-up, c'est beaucoup plus articulé que ça. Et c'est surtout le récit de sa mère qui est intéressant, puisque la mère de Roman va parfois discuter avec ce chatbot, et elle dit très justement, et ça nous ramène à la mémoire, qu'elle a finalement, quelle que soit la qualité de ce chatbot et parfois ses erreurs, mais qu'elle a accès à des parties de son fils auxquelles elle n'avait pas accès, puisque ce chatbot a été nourri par des textes auxquels elle n'avait pas eu accès, et des dialogues qu'il avait eus avec des amis, avec des proches, et pas seulement avec sa famille. Et donc elle continue à découvrir son fils par l'intermédiaire de ce chatbot. Donc il vient un peu confirmer la discussion qu'on avait eue. Oui, oui, moi je trouve ça tout à fait fascinant. Ce que je trouve qu'on devrait faire, c'est faire la même chose avec le général de Gaulle. Et on verrait quel est le résultat politique. Et on aurait comme ça, avant les élections, on aurait les conseils du général de Gaulle. On pourrait en faire plusieurs. On aurait Mao, on aurait Lénine, le général de Gaulle. On pourrait même mettre Steve Jobs. Et petit à petit, eh bien, on peut imaginer que tout notre monde serait ainsi régi par des morts qui n'existent pas. Et par une espèce de deuxième pot, comme la couverture d'un livre, d'un deuxième pot de réalité qu'on pourrait refermer. Voilà. Nous avons réussi à nous mettre d'accord dans notre dialogue de sur la jaquette. Ouais, c'est ça, sur la jaquette de Nico.
La musique, pour moi, c'est à la fois un art du temps, un art de l'espace. Et donc là, on a des vues qui sont scannées. Enfin, on erre dans des paysages inconnus. C'est dans la lignée de ce que tu as fait avec Téléfossiles. Et Téléfossiles, donc, c'est une exposition qui a eu lieu en plusieurs fois, et dont moi j'ai participé au moins une fois, qui était à Taïwan. Et on avait des écrans énormes. Enfin, il y avait 20 mètres d'écran comme ça, et on avait l'impression d'un désert. Et en fait, c'était ce dont on parlait tout à l'heure. Donc là, c'était des livres, mais à Taipei, c'était des ordinateurs qui étaient dans le sable, qui étaient recouverts de sable, et là-dessus, il y avait du vent. Et donc la musique, en fait, c'était le... Bon, une fois que tous les humains ont disparu, et qu'il n'y a plus que des disques durs qui sont éparpillés dans le désert, il y a du vent par là-dessus qui met encore plus de confusion, quoi. Et donc le son vient là pour mettre de la confusion. Et justement pour aider à oublier tout ce qui a pu se passer autrefois, du temps où il y avait des humains. Et alors on a des bribes de téléphone ou de conversations qui sont, je ne sais plus ce que ça veut dire, qui sont complètement hachées. Et puis il y a des nappes de brouillard, quoi, qui passent. Et donc il n'y a pas un rapport direct avec les images, mais en même temps, bon, c'est la première fois qu'on les met ensemble. Et puis l'image, c'était celle de la bibliothèque. Et donc avec la matière des livres ou du papier et tout. Enfin, j'ai essayé de mettre du papier, mais je trouve que c'était trop direct. Bien qu'il y a des compositeurs célèbres qui ont composé uniquement, enfin juste pour papier. Hein, mais là, donc j'ai imaginé ce que pouvaient donner ces sons dans cet espace avec ce public. Et je me suis dit, bon, j'ai dû choisir un certain nombre de choses qui me semblaient adéquates. Alors aujourd'hui, on a donc des haut-parleurs Yamaha qui viennent du Japon, comme moi. Mais donc moi, je ne suis pas un fan de Yamaha, comme on parlait tout à l'heure, parce que je trouve que ça aplatit beaucoup les sons. Alors, mais pourquoi pas? Les haut-parleurs sont comme instruments. Il y a des pianos Yamaha aussi, qui sont très bien. Il y a des pianos kawaii, etc. Enfin, il y a tous les Japonais, en fait, depuis les années 60, ont reformé l'écoute. Enfin, j'ai l'impression que tous les appareils qu'on achetait dans les années 60-70, c'était, même maintenant, c'est des appareils japonais. Donc je crois que sournoisement, on s'est fait... On s'est fait conditionner comme Amazon conditionne nos lectures. Les Japonais, là, avec Yamaha, donc conditionnent nos désirs d'écoute. Voilà. Bon, maintenant, il y a des questions. Enfin, mais les questions sont plutôt sur les images, je crois. La musique, déjà, elle conditionne notre lecture, un petit peu. Voilà, moi, il y a un moment où j'ai trouvé qu'il faisait frais. Je me suis demandé si c'était à cause du vent et de la brume qui était aspergée. C'est les aigus, ça, c'est les aigus. Ah, c'est assez étonnant. Ouais. Mais c'est vrai que la lecture, il y a un récit préalable dans cette musique qui correspond à une discussion avec Grégory, aussi avec le message que Grégory peut passer. Le message. Il n'aime pas parler de message, mais... non, mais en tout cas, après la discussion avec Pierre, c'est vrai que c'est étonnant de voir... Parce qu'en fin de compte, il faut comprendre que ces images, je ne les ai pas complètement faites. Je ne les ai faites que partiellement. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Christophe est dépendant de Yamaha, moi j'étais dépendant d'une numérisation à très très basse définition. Et puis tous les mouvements que vous avez vus, qui sont des mouvements très très lents, je ne les ai pas du tout choisis, quoi. C'est vraiment la machine qui toute seule produit ça. Et quand on voit dans ce contexte-là, avec l'atmosphère sonore qu'a produit Christophe, le travail, et la discussion préalable qu'on a eue avec Pierre, c'est vrai que l'idée du monde clos est de plus en plus, est très présente tout de même. Parce qu'en fin de compte, on peut se demander en voyant ces images, mais on ne voit jamais la bibliothèque, ou quasiment jamais. On aimerait voir des rayonnages, ou bon. Et en fin de compte, les rayonnages, ils sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on voit souvent, donc c'est amusant par rapport à la discussion qu'on a eue, le livre, la couverture, le monde clos, c'est que souvent ce qu'on voit, c'est la surface extérieure de la numérisation. Et quand on voit des rayonnages de livres, c'est qu'on est rentré à l'intérieur de ces espèces d'œufs, en fin de compte. Il y a aussi le fait que c'est des images qui ne sont pas faites vraiment pour être intéressantes. C'est un peu comme un économiseur d'écran.
Donc c'est des images qui ne sont pas vraiment à destination des êtres humains. C'est un peu Empire de Warhol, quoi, qui est un peu moins l'un de mes modèles. C'est un modèle parce que c'est un film que personne n'a vu en entier. Enfin, personne ne l'a vu en entier. Même le chef opérateur, je pense qu'il ne l'a pas vu en entier. Et donc ça, ces images-là, bon, elles n'ont pas de durée, en fin de compte. Donc on peut les prendre à n'importe quel moment. Et à n'importe quel moment, on ne pourra jamais voir la même chose, même si on voit toujours les mêmes choses, finalement. Et c'est aussi cette chose qui se ressemble tout le temps, qui a toujours le même air de famille, mais en même temps, matériellement, l'image n'est jamais identique. Jamais. Elle ne peut jamais l'être. Au millimètre près, elle ne peut jamais l'être. Et ce qui fait que quand on regardera cet écran, on verra un moment unique finalement. Alors qu'un film, ce n'est pas un moment unique. L'interprétation, l'herméneutique est unique bien sûr, mais l'image, elle se répète, identique à elle-même plus ou moins, mais tout de même elle se répète. Là, ce n'est absolument pas le cas. Après, c'est vrai que le rapport qu'on a avec Christophe, c'est que, et qui fait qu'on fait des choses depuis de nombreuses années. Alors, la rencontre entre nos deux univers crée quelque chose d'un peu dramatique, je trouve. Il y a quelque chose de la fin de l'extinction, clairement, je veux dire, d'objets qui sont un peu perdus dans l'espace. Si on replace ça dans la bibliothèque de l'ENS, vraiment, on a l'impression qu'elle a été disloquée en 1000 morceaux et qu'elle est dans un no man's land, comme ça, avec... Et cette rencontre se fait effectivement peut-être sur quelque chose bizarrement d'assez dramatique, mais pas de narratif. Alors que normalement, le drame, c'est narratif, il y a début, fin, milieu, etc. Et là, on n'a pas ce moment-là. Bonsoir, je suis Emmanuelle Sordet, la directrice de la bibliothèque. Donc merci pour ce formidable travail à tous les deux. Et oui, effectivement, on voit cette bibliothèque comme dans le monde d'après, c'est-à-dire comment elle sera quand il n'y aura plus personne pour la voir. Mais ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que tant dans la musique que dans les images, on touche à l'essence de la bibliothèque. C'est-à-dire, tout à l'heure dans votre discussion, vous avez utilisé le mot de sous-marin pour décrire les espaces de la bibliothèque qui sont un peu après dans les couloirs. Moi, quand je me promène dans la bibliothèque, c'est le mot de paquebot qui me vient à l'esprit, mais enfin, on est toujours dans le même type de métaphore, c'est-à-dire quelque chose d'assez imposant et puis qui va lentement. Et la machine a décidé de faire tourner ces images 3D de façon lente. Et là, on touche quand même à l'essence de cette bibliothèque qui est effectivement coupée du monde, elle est fermée du reste du monde parce qu'elle a son propre temps, qui est aussi un espace de liberté, bien qu'elle soit coupée du reste du monde. Cette lenteur lui permet d'avoir cette liberté. Et on retrouve aussi quelque chose d'essentiel de la bibliothèque dans les images et dans ce que vous avez dit à l'instant, qui est que chaque image est unique et chaque instant de l'œuvre est unique, au même sens où chaque lecteur a sa propre bibliothèque ici. C'est-à-dire chaque lecteur a son parcours, a sa place préférée, a son parcours entre les différentes salles, et puis la façon dont il entre, la façon dont il sort. Et il y a une bibliothèque, mais il y a aussi une multiplicité des bibliothèques en fonction de la multiplicité des personnalités et des individus qui entrent. Et ça aussi, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a il y a plusieurs bibliothèques en une. Et il y a de très très belles images, parce que quand on travaille ici à la bibliothèque, évidemment, je pense que mes collègues ont eu le même réflexe que moi, c'est-à-dire on essaie de reconnaître les endroits. Il y a certains endroits qu'on reconnaît, il y a certains endroits qu'on ne reconnaît pas. Et les moments les plus touchants, moi j'ai trouvé, enfin qui m'ont le plus marqué, c'est quand on reconnaît des silhouettes de lecteurs, en fait, perdus dans une sorte de chaos comme ça, et c'est très beau. Merci beaucoup. En fait, j'ai pas vu Télo Fossile en vrai, j'ai vu que ce que tu en montres sur ton site, mais dans l'esprit, pour moi, il y a cette rematérialisation paradoxale, mais les images, en même temps, je trouvais, sont assez différentes dans leur... Bon. Mais donc pour moi, c'était très étonnant. Et alors, je voulais comprendre bien ce que tu avais fait. Ouais. Donc, c'est cette salle-là, non, c'est toute la bibliothèque. Et donc, tu as photographié des morceaux. Tu les as modélisés en 3D et avec, non? Alors, en fin de compte, que j'explique le procédé, et puis c'est vraiment, si vous ne comprenez pas, parce que c'est toujours la question de la technique, donc du langage technique, mais tout est compréhensible. En fin de compte, ça a été l'ensemble de la bibliothèque, donc il y a 50 lieux différents de la bibliothèque, soit des espaces larges, soit des détails de la bibliothèque, donc il n'y a pas de choix sur la dimension de l'espace, qui ont été numérisés, avec une Kinect, donc qui est une espèce de petite caméra infrarouge qui est utilisée pour le jeu vidéo sur la Xbox,
et dont l'usage de base, ce n'est pas du tout pour numériser. L'usage de base, c'est pour pouvoir utiliser son corps devant sa Xbox comme une interface, pour pas avoir de souris. C'est-à-dire, je bouge mon bras comme ça, la Xbox va savoir que je bouge mon bras comme ça. Ça a cette capacité de détecter les objets dans l'espace. Mais c'est à très très faible définition. Globalement, si on reporte ça au pixel, c'est 400 sur 300 pixels. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc, il y a différents espaces qui ont été numérisés. Ensuite, j'ai créé un logiciel qui reprend toutes ces formes 3D. Et il y a une caméra qui se déplace aléatoirement en passant d'un espace à un autre. D'où le fait que même si ce sont toujours les mêmes espaces, on ne retrouvera jamais deux fois exactement la même image. Alors tout à l'heure, tu disais qu'on était tantôt à l'extérieur de oui. l'œuf, tantôt à l'intérieur. Oui. C'est qu'en fin de compte, quand on numérise, par exemple, je vais numériser ce pan de bibliothèque, et le logiciel qui lit cette bibliothèque va créer une espèce de croûte, comme une croûte, ou une peau, ou une couverture, autour de cet espace pour enlever les incohérences qu'on appelle volumétriques, c'est-à-dire du volume, parce que j'utilise et là on va peut-être aller vers un autre aspect du projet, j'utilise des logiciels qui permettent de faire de l'impression 3D. Donc il faut que ces volumes, on puisse les imprimer. Et c'est imprimable, il faut que ce soit cohérent physiquement. Et donc le logiciel lui-même, il cherche à combler les trous, etc. Donc ça crée cette espèce de coque autour. Et ce qui est assez, je trouve, étonnant par rapport à ce que tu as dit, et par rapport à ce que vous avez dit sur l'autonomie de la bibliothèque, cette espèce de cargo à l'arrêt, et ce lieu-là qui permet justement à l'intérieur de naviguer, c'est que là, moi, j'ai retrouvé l'esthétique d'un monde pelliculé, quoi, où il y a une peau autour et qui est protégée. Et donc, quand on voit les rayonnages, c'est qu'on est à l'intérieur du scan et que donc on voit la numérisation. Donc, on est rentré à l'intérieur, en fin de compte. Mais par hasard. Tout à fait par hasard. Et sinon, la plupart du temps, bah, vous l'avez bien vu, on tourne autour, ce qui fait que ça donne un effet assez étonnant parce que c'est en même temps une image abstraite, c'est une abstraction, mais en même temps, dans sa procédure de production, c'est une image tout à fait matérielle parce que c'est une numérisation. C'est pas de l'action painting, quoi. C'est vraiment une numérisation avec un objet matériellement numérisé. Donc on a ce double aspect-là. Est-ce que c'est clair sur la procédure ou j'espère. Et donc voilà. Donc il y a une procédure de numérisation et après de filmage. Et moi je suis assez obsédé par cette caméra très simple qui fait toujours la même chose mais toujours de manière différente. Et où donc c'est plus le lecteur de la bibliothèque qui crée sa propre bibliothèque ou sa propre interprétation, c'est pas l'infinité des interprétations, c'est plutôt l'infinité matérielle d'une image qui est toujours différente. Et donc c'est pas le côté anthropologique qui change tout le temps, c'est le côté matériel. Alors, pourquoi ce choix de matière bleue ? Ce choix de matière bleue parce que... alors, il y a deux raisons. Il y a une raison purement... sensible qui était que ce que j'avais envie, non pas de raconter, non pas le message, parce que bon, le message c'est vraiment quelque chose qui un début, une fin, mais en tout cas ce que j'essayais de raconter de ma perception de la bibliothèque allait bien avec un univers assez nocturne. Et puis il y avait aussi une autre dimension qui est que cet écran va être a priori installé dans la bibliothèque. Et que ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est comment installer une image qui ne gêne pas les gens. Habituellement, l'image, elle est vraiment faite de plus en plus pour nous perforer le cerveau et pour attirer l'attention à tout prix, par tous les moyens. Et dans les arts aussi, hein, de plus en plus, dans l'art contemporain, il y a quelque chose de plus en plus, toute une partie de l'art contemporain spectaculaire. Et là, l'hypothèse, c'est que si, et je vais baisser encore la luminosité de toute façon des écrans, si on n'est pas face à l'écran avec une claire volonté de regarder l'image, globalement, on peut l'oublier assez facilement. Et le bleu, c'est une couleur assez douce, et voilà. Donc ça permettait de faire coexister les lecteurs avec une image animée, donc d'où aussi la lenteur, pour ne pas perturber la lecture.
Parce que finalement, je pense que quand on est ici, d'où le silence, on a envie de s'isoler. C'est-à-dire que c'est un lieu isolé, avec des gens qui ont envie aussi d'être dans leur bulle, d'où l'usage de ce bleu. Et puis, sur la matière, parce qu'il y a aussi un choix de matière, oui, il y a un côté assez géologique, un peu astéroïde, un peu comme ça, qui peut évoquer plusieurs éléments de manière extrêmement simple. Les lecteurs essayent de reconstituer les images en se mettant devant l'écran et pour les voir passer à l'infini pour réussir exactement à savoir à quoi ressemble ce lieu qui n'est plus vraiment un morceau de cette bibliothèque. Parce que la mauvaise résolution lui donne un côté... justement, c'est une bibliothèque qui a voyagé dans l'espace. Et je pense qu'on peut développer une sorte d'obsession qui consisterait, d'autant plus difficile qu'on ne sait pas, nous, au départ, au moins en regardant, quand est-ce qu'on est sur le même élément ou qu'on n'est pas sur le même élément. Et donc, prendre un élément, par exemple, il y en a un avec une sorte de buste, on a l'impression au-dessus d'une... C'est lui, là, celui qui est là-bas. Ah oui, voilà. Oui, okay. C'est lui. Voilà, essayer de reconstituer absolument, je pense, J'aimerais rêver avec toi de détourner l'ensemble des lecteurs de la bibliothèque vers l'écran que je vais disposer et pourquoi pas fonder un nouveau culte. J'ai quelques doutes sur la réussite de ce projet, mais si tu veux que nous le menions ensemble, nous pouvons y réfléchir. Mais effectivement, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est la nature de ces images, et ce n'est pas le premier projet que je fais comme ça, c'est la question de l'infinité dans l'image, qui est une question qui est vraiment récurrente. Comment, malgré la fragilité des dispositifs techniques, comment ne pas avoir de fin, et donc de milieu, qui est dans la narration, qui est un vrai problème qu'on traîne depuis quelques siècles. Dans ce que tu dis, il y a effectivement, on pourrait spéculativement développer une obsession pour des images qui ne sont pas destinées aux êtres humains, C'est-à-dire que la durée de ces images, effectivement, pourrait développer une obsession pour essayer de reconstituer tout ce que je peux reconstituer des lacunes qui sont produites là. Et effectivement, le fait d'arriver à une espèce d'esthétique où ce n'est pas les machines qui s'adaptent à l'être humain, mais plutôt l'inverse, parce qu'on a toujours là, actuellement, le discours, c'est vraiment l'adaptation des machines à la morale des êtres humains et à leur manière de percevoir, mais plutôt l'inverse. Comment se mettre à la hauteur ou à la fragilité des machines, c'est peut-être une voie étonnamment plus précaire, plus fragile, plus sensible que le moralisme ambiant sur l'intelligence artificielle, sur toutes ces questions-là, etc. Et donc, oui, il faudrait calculer le temps que les gens resteront devant ou pas. Moi, ce qui me frappe, c'est que ces images, elles donnent de cette bibliothèque une fin qui ne sera pas sa fin. On a l'impression que quand on regarde ça, on se projette genre dans un film où l'humanité a été éradiquée et tout d'un coup on revient et on trouve ça et on se dit à quoi ça servait. Et ça ressemble un peu à du plastique. Ça ressemble à des frigidaires, puis aussi parfois de la bibliothèque. Mais finalement, on se dit, mais ces livres, ils ne vont pas rester, puisque ce sera la première chose qui se décomposera, ce sera ces livres. En plus, ils seront grignotés par eux-mêmes parce que les encres sont acides, etc. Il restera peut-être des couvertures plastiques, mais le bois va brûler. Donc là, ce qui reste, c'est des choses qui ne resteront pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça propose aussi de se dire, mais tiens, quelle va être la fin de cette bibliothèque? Et peut-être que cette fin, elle pourrait être différente de ce qu'on peut imaginer. S'il y a une fin, parce qu'après tout, il y aura peut-être des choses qui se transmettront quand même. Espoir. Grand espoir. Ça dépend de l'échelle de temps. Hein. Si on prend des très très grandes échelles de temps, la réponse est non, clairement. Par contre, effectivement, c'est peut-être une bibliothèque de bibliothèque. C'est effectivement une fin telle qu'elle n'aura pas lieu. Parce qu'effectivement, il faudrait pour avoir cette fin et peut-être que ça arrivera, que la bibliothèque de l'ENS soit... qu'il y ait une pluie de boue, comme les dinosaures d'ailleurs, qu'il y ait une pluie de boue qui fossilise tout. Bon, je ne sais pas comment ça arriverait. Donc c'est une fin telle qu'elle ne pourrait pas avoir lieu, et c'est une fin effectivement, paradoxalement, de conservation. Par ailleurs, l'immense avantage
de manière spéculative d'anticiper l'extinction et la disparition, c'est que ça permet de mieux comprendre ce que nous faisons, nous, en ce moment. Et il y a pas mal de domaines, je ne parle pas spécifiquement de la bibliothèque, mais ça peut être la consommation, ça peut être plein de phénomènes que je pense qu'on a encore un peu de mal à comprendre. Et le fait de se projeter dans une disparition, ça permet de faire un retour très simple et assez efficace pour se dire, mais au juste, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça rime? Oui. Non, je veux dire juste deux mots sur la facilité que l'on a malgré tout à évoquer les images et la manière dont on oublie. Moi, j'ai été très frappée par la manière dont le son permettait de se fixer sans se fixer sur les images. Parce qu'on était entre deux espaces, entre deux univers. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui était tout à fait en correspondance avec votre volonté de ne pas faire d'enveloppe, tout en étant à l'intérieur d'eux. Alors je trouve que le fait que la musique ne fasse pas un fond, parce qu'elle avait justement une autre présence et une variété, et que la variété de la musique ne s'opposait pas du tout, mais permettait de regarder autrement. Je trouve que c'est ça qui était très agréable dans votre conjugaison, c'est cette manière dont la diversité de chaque espace nous permettait de glisser de l'un à l'autre et d'être attentif à chacun. Moi, c'est ce que j'aime dans le travail qu'on fait à distance avec Christophe et qu'on fait de manière totalement désynchronisée en se faisant juste confiance finalement. Je crois, c'est que je crois qu'on a tous les deux un rapport, je parle sous ton contrôle, mais un rapport assez particulier à la narration, c'était un peu la série Undirected, etc., c'est-à-dire de chercher des modes fictionnels non narratifs, c'est-à-dire où justement les choses ne sont pas fixées sur une identification, etc., ce qui permet effectivement de glisser d'un registre à un autre. Les images ont leur rythme un peu inlassable, comme ça, un peu. L'image a sa propre autonomie. On peut vraiment décrocher de l'image, aller vers le son, avec tous ces micro-événements qu'il y a au niveau sonore, et qui fait qu'effectivement, moi, c'est pour ça aussi que j'aime travailler avec Christophe, c'est que et aussi les deux esthétiques s'allient, quoi, et en même temps sans être dans l'illustratif, qui est toujours le problème de la représentation, quoi, un problème très, très, très standard, hein, mais voilà. Donc c'est aussi quelqu'un d'important pour moi. Merci, je crois qu'il est l'heure de clore. Merci Emmanuel pour ton accueil, merci à tous, merci Pierre d'avoir pris ce temps, merci Christophe, merci Grégory.